Bon matin à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre conférence hebdomadaire propulsée par la Relève d'affaires de Laval. Je m'appelle Patrick, vice-président de la Relève, et j'aurai la chance aujourd'hui d'être votre hôte. Afin d'outiller les membres de notre communauté, nous avons mis en place une série d'outils et de webinaires sur la relance économique dans le contexte du COVID-19. Parmi celles-ci, nous avons avec nous Maître Vanessa Henry, qui présentera son atelier Les meilleures pratiques lors d'utilisation de logiciels de télécommunication. Rapidement, je cède la parole à Cindy, présidente de la Relève, qui vous partagera quelques mots. Merci Patrick. Donc, bonjour à tous. Et en tant que présidente de la Relève d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval et porte-parole des jeunes gens d'affaires âgés entre 18 et 40 ans de l'écosystème lavallois, je vous remercie pour votre participation à notre série de conférences dont le but est vraiment de nous outiller pour la relance économique qui est en branle déjà. Les derniers mois que nous avons connus ont été marqués par une kyrielle d'émotions et nous avons plus que jamais sollicité les outils technologiques. Puisque nous ne savons pas si ni quand il y aura retour à la vie que nous connaissions en mars 2020, il nous faut savoir tirer profit pleinement et des avantages de la télécommunication. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons ce matin Maître Vanessa Henry, experte en cyberprotection et tout ce qui a lieu avec la télécommunication. Donc, elle va nous aborder aujourd'hui les meilleures pratiques de l'utilisation de logiciels de télécommunication. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Patrick et lui laisser le soin de nous présenter notre conférencière de ce matin. Merci Cindy. En effet, nous sommes très chanceux d'accueillir Vanessa ce matin, dont l'expertise se joint parfaitement à la relance actuelle et qui possède en effet un vaste CV. Vanessa est donc avocate en technologie émergente, gouvernance de données et cybersécurité chez Fasken. Elle détient une certification de délégué à la protection des renseignements personnels et de lead implementer pour ISO 27701. Elle enseigne les pratiques corporatives en cybersécurité à l'Université Saint-Thomas en Floride et elle siège dans le conseil d'administration de Open North, un organisme à but non lucratif spécialiste en villes intelligentes. Vanessa a récemment été nominée parmi les femmes les plus reconnues en cybersécurité au Canada. Félicitations. Gouverneur de la Relève du barreau de Québec et est intéressée dans la cause des femmes en technologie. Nous aurons donc accès à un large bassin de connaissances très pertinentes dans la situation actuelle. Je vous invite aussi à noter vos questions, puisqu'une courte séance de questions et de réponses aura lieu suite à la présentation. Donc, sans plus tarder, nous accueillons avec plaisir Vanessa. Merci. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très apprécié. C'est bien, c'est le fun de parler de ces logiciels-là. C'est le fun parce que d'abord, on a la chance d'en parler à travers Zoom. Donc, on pourra pas dire que ce n'est pas pertinent. C'est indéniable que ça va faire partie de notre futur. C'est indéniable que on a souvent été forcé dans les derniers mois d'aller peut-être un petit peu plus vite qu'on le pensait dans notre courbe de digitalisation des entreprises. Donc, peut-être qu'on avait certains plans sur plusieurs mois, voire plusieurs années par rapport à nos services digitaux. Et pour plusieurs entreprises, ces plans-là ont dû être condensés en quelques jours. Donc, ça n'a pas été nécessairement facile pour plusieurs entreprises parce qu'ils ont beaucoup de ces logiciels-là, beaucoup de ces technologies et qu'on a un très petit temps, on n'a pas beaucoup de temps pour les évaluer, apprendre à les connaître. Donc, on espère que la présentation aujourd'hui va vous permettre d'accélérer votre prise de connaissance de ces logiciels-là en vous permettant d'abord de comprendre qu'est-ce qu'il faut le regarder quand on en choisit un. Donc, comment sélectionner le bon, comment comprendre les politiques de vie privée, comment comprendre les contrats et éventuellement comment également, même à différents logiciels qui sont égaux, comment mettre en place des mesures de sécurité à travers ces mêmes logiciels-là.
Alors, quand je vous disais que c'était vraiment une nouvelle nécessité, sinon une nouvelle réalité, là, les logiciels de télécommunication, j'ai regardé rapidement ce matin des statistiques, voir comment ça avait évolué dans les dernières semaines. On regarde, là, par exemple, WebEx. Juste en mars, dans les 3 premières semaines, on a eu 50 millions de rencontres qui se sont tenues sur WebEx. On a eu chez Teams, qui est un logiciel de Microsoft, une augmentation de 775% de l'utilisation des appels et des rencontres seulement en Italie. Il y a eu 44 millions d'utilisateurs actifs additionnels à chaque jour. Et pour Zoom, on fait seulement regarder, si vous suivez les marchés boursiers, l'action de Zoom qui a grandi de près de 50% durant cette pandémie-là. Il y a le nombre d'utilisateurs actifs de Zoom, plus 378%. L'usage par jour, plus 300%. C'est énorme. On lisait qu'au Canada seulement, dans les premières semaines de la pandémie, il y avait eu plusieurs fois l'utilisation habituelle en Chine qu'on voyait de nos logiciels seulement au Canada. Donc, parce que tous ces chiffres-là ont évidemment là, un contexte derrière, mais sans aller plus loin, je pense que c'est indéniable que c'est une nouvelle réalité pour les entreprises. Ce que ça amène aussi, c'est l'utilisation de ces logiciels-là dans un contexte corporatif. Parce qu'on va se dire, à la base, Zoom, c'était souvent, je vais appeler ma tante en Californie, je vais appeler quelqu'un que je connais ailleurs, j'aurais pas besoin de payer des interurbains et on va parler un petit peu de notre day-to-day. La réalité aujourd'hui, c'est que ce qu'on a sur Zoom, ce sont des téléconférences, ce sont des rencontres maintenant beaucoup plus sensibles dans lesquelles on va discuter des renseignements confidentiels d'affaires, des propositions d'affaires. Donc, tous ces, peut-être un peu moins Teams et WebEx qui travaillaient déjà dans un contexte corporatif, mais au niveau de ces logiciels-là, il y a également eu un chamboulement dans leur modèle d'affaires. C'était pas nécessairement ça le plan de Zoom à la base, d'aller servir un contexte corporatif. Donc, eux aussi se sont réveillés un beau matin avec beaucoup, beaucoup plus d'usage sur leur network, beaucoup, beaucoup plus d'utilisateurs et ont dû faire leur bout de chemin pour se retourner de bord très, très rapidement. Et je peux vous dire que il y a très probablement des avocats et des gens en conformité là-bas qui ont passé des très, très longues soirées, très, très longs week-ends à tout adapter très rapidement. Donc c'est très mutuel. Hein? Vous allez voir que les gens en technologie ont eu des adaptations, autant que les gens qui veulent travailler avec des technologies ont dû eux-mêmes s'adapter pour les implémenter. Ça a été un mouvement de masse dans les dernières semaines. Mais ça reste un incontournable. On veut voir nos clients, on veut voir notre communauté d'affaires. Il faut rester connecté. Il faut développer cette capacité-là de faire du réseautage et de partager de l'information. Donc, c'est un incontournable. Et comme on le voit ici, mais les choix manquent pas. Et ça, c'est vraiment, si vous faites une petite recherche sur Google, Bing ou autre, vous allez voir que ça, c'est vraiment juste ce qui est le plus évident qui va sortir, mais il y en a des dizaines et des dizaines de choix et chacune des compagnies est allée chercher qu'est-ce qui semble être le plus approprié. Et il y a également les fonctions qui se trouvent déjà dans d'autres logiciels également. Donc ça, ce sont surtout des logiciels qui sont un peu ce qu'on appelle standalone, que vous pouvez utiliser spécifiquement pour la télécommunication. On a aussi vu dans les nouvelles que ces applications-là n'ont pas toujours été perçues comme étant sécuritaires. On a beaucoup, beaucoup parlé de Zoom. Du point de vue de la sécurité, je vous dirais qu'on est très divisé par rapport à la présentation médiatique de la chose. Parce que d'abord, comme je vous disais, Zoom n'a pas été créé à la base pour que vous puissiez faire des meetings confidentiels dessus ou que vous fassiez de la télémédecine dessus. Ce n'était pas dans les cas d'utilisation de Zoom. En même temps, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attention sur ce logiciel-là, peut-être au détriment de ce qui se passait dans les hôpitaux et ailleurs au niveau de la cybersécurité. Alors, il faut faire attention quand on regarde les nouvelles, parce que quand on fouille un peu plus loin, beaucoup de ces
ces menaces de sécurité-là qui avaient été identifiées pour Zoom, ce sont en fait des menaces qui peuvent être récurrentes dans plusieurs types de logiciels. Ce sont des menaces qui sont souvent externes au logiciel, mais qui dépendent que l'utilisateur mette en place les fonctionnalités qui se trouvent déjà dans le logiciel. Par exemple, on va y revenir, si vous mettez pas de mot de passe sur vos rencontres, ben c'est sûr que ça l'ouvre la porte à ce que quelqu'un puisse se joindre. Mais ce n'est pas nécessairement un problème de sécurité de l'application parce que la fonctionnalité est là. Après ça, c'est peut-être un problème de transparence, un problème d'éducation de l'utilisateur ou un problème que peut-être que notre type d'utilisation doit justifier que ces mesures-là soient par défaut obligatoires. Mais ça ne veut pas toujours dire que la façon dont le logiciel est construit n'est pas sécure. Et je vous invite à prendre connaissance également de toutes les améliorations que ces logiciels-là ont fait dans les dernières semaines. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui n'ont pas dû dormir beaucoup, qui ont travaillé très, très, très fort, c'est énorme sur un réseau avoir ce type d'augmentation-là en usage en quelques semaines. Ça peut affecter la disponibilité du logiciel. Donc, il y a eu des adaptations de part et d'autre. Et il y a eu beaucoup de médias qui ont rajouté à ça. Donc, je vous invite à être quand même critique par rapport à qu'est-ce que vous lisez, à mettre les choses en perspective entre le sensationnalisme et de retourner vraiment aux bases de comment on choisit un partenaire d'affaires. Parce que derrière ces logiciels-là, il y a un partenaire d'affaires. Je sais qu'on le voit peut-être un peu moins quand on travaille avec les applications, quand on travaille avec les logiciels, on a l'impression qu'on travaille avec un code. Mais c'est une compagnie avec des employés derrière et c'est un partenaire d'affaires que vous choisissez aujourd'hui. Un partenaire d'affaires qui va avoir accès à beaucoup de renseignements personnels et confidentiels. Et donc, il faut retourner aux bases. De la même façon qu'on va choisir un avocat, un comptable, qu'on va choisir un logiciel d'hébergement, on choisit un logiciel de télécommunication avec une vision future. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ils ne sont pas tous créés égaux. Donc, ils ne sont pas tous chiffrés de bout en bout. Quand je dis chiffré, là, c'est la version française de l'anglicisme encryption. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde, mettons que j'ai un œil externe et que je regarde les protocoles de communication des données, je ne peux pas déchiffrer qu'est-ce qui se trouve parce qu'on va voir plein de lettres et de chiffres qui veulent rien dire. C'est-à-dire qu'on l'a chiffré. Quand on chiffre des données, elles ne sont pas anonymisées. Ce sont encore des données personnelles. Elles sont seulement offusquées par un langage de chiffrement. Donc, les lois continuent de s'appeler à ces données-là et on peut le déchiffrer à l'aide d'une clé. C'est pour ça qu'ils sont encore des renseignements personnels. Donc, quand on dit que les communications sont chiffrées, c'est parce qu'elles ne peuvent pas être lues par une tierce partie. Évidemment, ce ne sont pas tous les chiffrements qui sont nés égaux non plus. Mais il y a eu beaucoup tellement eu de médias alentour, par exemple, de Zoom, que qu'est-ce qu'ils ont implémenté en chiffrement, ce sont du chiffrement à niveau militaire. Donc, ça va très, très loin et peut-être que ce n'était pas nécessaire, mais vraiment, dans un contexte médiatique, ils ont décidé d'aller aussi loin. Donc, est-ce que les communications sont fermées? Est-ce qu'elles sont privées? Il y a des logiciels qui se gardent le droit de réutiliser vos conversations, même s'ils ne le font pas nécessairement. Elles peuvent avoir, par exemple, des logiciels d'intelligence artificielle qui vont aller chercher des mots, parce que maintenant, on peut reconnaître la voix. Donc, ça, c'est très important. Vous allez devoir vous poser des questions par rapport à est-ce que la compagnie, est-ce qu'elle respecte les normes de protection des données? Parce que sinon, vous allez être responsable de ça, comme vous êtes responsable d'un sous-traitant. Vous êtes responsable de vos logiciels par rapport à vos clients. Et finalement, quels sont les renseignements qui sont collectés, utilisés et divulgués par la compagnie quand on utilise le software? Donc, il peut y avoir des données par rapport à l'utilisation de votre compte, combien d'heures de meeting vous avez, quels sont les utilisateurs et à quel point c'est sensible. Parce que c'est sûr que quand on pense à ça, on pense toujours au contenu de nos conversations. Mais pour certaines compagnies, le temps de la conversation, par exemple, qu'est-ce que vous faisiez sur Zoom en plein milieu de la nuit? Ah, là, ça peut amener l'attention. Est-ce qu'on veut nécessairement que notre manager ait accès à toutes nos données d'utilisation?
Est-ce qu'on veut nécessairement que la plateforme ait accès au nombre de participants, au nom des participants? Alors, il y a aussi le concept de métadonnées et le concept de données indirectes qui peut révéler beaucoup plus sur vous ou votre compagnie qu'on peut penser à court terme. Il faut savoir que ces bases de données-là peuvent évidemment être mélangées entre eux, ce qui vous permet à un attaqueur d'aller faire un profil assez complet sur votre compagnie et être capable de voir, par exemple, les gens haut placés, parlent avec qui, puis à quel moment, et créer une certaine intelligence d'affaires. Donc, c'est pas toujours juste l'enregistrement des voix qu'il faut faire attention. Quand je vous dis de sous-peser les risques et avantages, c'est vraiment, on retourne à la base, justement. On se fie pas aux nouvelles. On se fie pas à ce que le voisin a dit. Puis c'est pas parce que le logiciel est bon pour un qui est bon pour l'autre. Puis souvent, on peut pas prendre pour acquis que l'autre personne a fait sa recherche. Parce que c'est un contexte d'affaires très accéléré. Ce que vous voyez ici, je suis désolée pour l'image, l'anglicisme, mais ce que vous voyez ici, c'est la façon la plus simple et efficace de gérer vos risques en entreprise. Vous regardez la sévérité de l'accident qui pourrait arriver, mais vous regardez aussi c'est quoi la probabilité que ça l'arrive. Parce que si l'accident est catastrophique, mettons une brèche de données, mais que les contrôles font en sorte que c'est rare, on est dans le vert. Donc, il faut vraiment faire attention de prendre les deux en compte quand vous faites votre analyse. Et vous gardez ça dans votre tête. C'est pas obligé de documenter. La question de si vous allez documenter ou pas dépend de la grosseur de votre compagnie et des politiques internes. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous donner quelques petits trucs de qu'est-ce que vous pouvez regarder, qu'est-ce que vous devez prendre en compte. Et j'ai écrit sur les écrans quand même quelques petits trucs. Comme ça, vous pouvez avoir un petit take-away. Vous allez pouvoir utiliser les PowerPoint un petit peu comme une liste de vérification. Donc, vous allez commencer par évaluer les pour et les contre par rapport à la connaissance de votre contexte d'affaires. Donc, c'est important. Si vous êtes en médecine, vous n'avez pas la même réalité que quelqu'un qui est en enseignement. En enseignement, on a beaucoup de données de mineurs. Donc, si ce sont des mineurs au Canada, c'est pas la même chose que des mineurs aux États-Unis, des lois différentes. Est-ce que vous avez des obligations déontologiques? Parce qu'un médecin, un avocat, moi, j'ai une obligation de secret professionnel. Donc, une brèche par exemple, un logiciel de télécommunication est non seulement une brèche de sécurité, mais moi, je viens de faire une brèche de mon secret professionnel d'avocat. Alors, c'est une double brèche pour nous. Donc, ça doit être d'autant plus important de choisir les bons logiciels. Donc, quand on parle d'obligations juridiques, donc vos obligations déontologiques, mais les obligations par rapport à votre contexte d'affaires peuvent inclure des lois internationales, notamment le Règlement général de protection des données en Europe, qui peut avoir un effet extraterritorial jusqu'au Canada. J'en nomme quelques-uns ici, là. Donc, en Californie, on a le California Consumer Privacy Act, qui va s'appliquer aussi à certaines compagnies canadiennes. On a la loi canadienne, la loi québécoise. J'ai des clients qui en ont des dizaines et des vingtaines comme ça. Donc, le plus vous en avez, le plus vous allez devoir faire attention. Ici, attention, si vous avez des données doublement réglementées, comme les données par rapport au renseignement personnel de la santé, c'est d'autant plus important de faire attention parce qu'ils ont souvent des guidance, des advisories qu'ils appellent particuliers pour l'utilisation de la télécommunication. Et dans le contexte de la COVID-19, il y a aussi des exemptions qui ont été publiées. Donc, il y a certains législateurs réglementaires qui ont publié qui allaient être beaucoup plus indulgents pour permettre aux gens de s'adapter plus rapidement. Mais prenez en compte combien de temps ils vont être plus indulgents, puis à quel niveau. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on vous donne plus de temps pour faire votre analyse des risques ou est-ce que ça veut dire qu'on vous laisse aller sans la faire? Parce que quand les choses vont revenir plus à la normale, vous allez devoir être responsable de vos choix. Alors là, si vous avez signé un contrat de 3 ans puis qui ne fait pas l'affaire, vous risquez d'être un peu pris avec puis vous n'aurez pas le pouvoir de négociation requis. Ça nous amène à la politique de vie privée. Et c'est pas,
j'ai simplifié ça avec les questions incontournables. Donc, derrière ça, il y a plusieurs requis juridiques. Mais en tant que consommateur de cette politique de vie privée-là, l'approche la plus simple, c'est vraiment de poser les questions de base. Quoi? Donc, qu'est-ce que vous collectez sur moi? Normalement, la politique de vie privée devrait le dire de clair. Pas, on collecte à peu près tout. Il faut nommer les catégories. Pourquoi vous les collectez? Donc, peut-être que si tu collectes mon nom, ça me dérange pas, mais si tu le collectes pour le revendre, là, peut-être que ça me dérange. Donc, il faut vraiment aller mettre le pourquoi et le quoi ensemble. Quand? Donc, est-ce que c'est pendant que je parle? Est-ce que c'est pendant mon enregistrement? Est-ce que vous le collectez? Et combien de temps vous le gardez? Donc, c'est une chose de dire je le collecte et il disparaît le lendemain. Par exemple, mes conversations, ils n'ont pas le choix de le collecter, là, parce que ça passe à travers le système IT. Mais normalement, elles ne devraient pas être enregistrées dans le système très longtemps. Donc, il faut avoir des périodes de rétention. À qui ils partagent cette information-là? Est-ce qu'ils partagent avec des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils partagent avec des réseaux de commercialisation? Donc, si je suis un docteur, est-ce que j'ai envie de me retrouver sur des réseaux de communication après pour me faire proposer plein de types de publicités de plein de pays? Non, je ne peux pas, j'ai des obligations déontologiques, je ne veux pas ça. Donc, ça devient très important. Prenez en considération que si vous êtes un professionnel, et que vous donnez l'information, par exemple, à un logiciel de télécommunication, c'est une divulgation d'une certaine façon. C'est considéré comme une utilisation dans la loi, mais dans le cadre de votre secret professionnel, vous venez de divulguer ça à une tierce partie. Et cette tierce partie-là le divulgue encore. Et ça, c'est un secret professionnel. Normalement, ça prend le consentement du client pour ça. Vous devez, en tant que professionnel, au début de la conversation, expliquer au client c'est quoi un logiciel de télécommunication, elles vont où les données, c'est quoi les conséquences qu'il accepte de vous parler sur ce logiciel-là. Surtout si c'est une consultation privée ou juridique, parce que s'il y a quoi que ce soit, c'est votre responsabilité, le client doit accepter les risques. Le client doit toujours avoir le choix de refuser d'utiliser un logiciel de communication. Ne le forcez pas à vos clients, il a d'autres alternatives. C'est important de bien discuter des risques et ne pas le cacher. Et ça veut dire aussi que c'est votre responsabilité en tant qu'entrepreneur de les comprendre, les risques. Parce que si vous les comprenez pas, vous pouvez pas les expliquer à vos clients. Donc, c'est important de lire la politique de vie privée. Et au même effet, ça va être important de regarder les termes et conditions et on y arrive. Je vais juste faire un petit aparté. Que si, par exemple, hier, vous n'utilisez pas des logiciels de télécommunication et que vous les utilisez aujourd'hui, attention, parce que votre propre politique de vie privée doit être modifiée. Vous devez dire aux gens ça. Donc, vous devez le porter à leur attention. Ça veut dire que vous allez devoir changer votre politique de vie privée, peut-être même vos propres termes et conditions, et vous allez devoir changer la façon dont vous débutez vos appels pour expliquer aux gens ces nouveaux renseignements-là. Ça m'amène rapidement aux termes et conditions. Et là, je ne vais pas nécessairement essayer de faire de vous des avocats. Je vais essayer de porter votre attention sur les termes et conditions auxquels vous devez vous-même porter plus d'attention. C'est sûr qu'avoir le temps, avoir les moyens, c'est toujours le fun de passer à travers un avocat. Mais la réalité, c'est quoi? Très difficile d'aller négocier Microsoft, Zoom ou ces grandes compagnies-là. Surtout si vous êtes seulement quelques employés. Ça se fait quand vous avez un pouvoir d'achat. Si vous utilisez la version gratuite, c'est un contrat d'adhésion. Vous êtes pris avec. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir seulement les comparer et choisir ce qu'on dit en anglais de least of evil. Si vous êtes une très grande compagnie, tant mieux. Vous allez sûrement être capable de le négocier. Mais ça reste que de façon générale, très difficile à négocier. Donc, c'est vraiment une liste de vérification. C'est une approche de comparaison. Et si vous prenez le temps de le faire, vous devriez être capable de le faire vous-même à grande partie. Voici qu'est-ce que vous regardez dans le contrat. On a parlé des renseignements personnels déjà dans la politique de vie privée, mais faites attention que le contrat oblige la compagnie à suivre sa politique de vie privée. Brèche de sécurité. S'il y a une brèche, là, ils vont faire quoi réellement? Il y a plusieurs pays qui ont des lois pour ça, mais pas tous les pays. Et le Québec, justement, est une des provinces qui n'a pas de loi obligatoire de vous notifier.
Par contre, ils peuvent probablement être obligés sous la loi fédérale, mais ça dépend s'ils sont in scope ou pas. Donc, à l'intérieur, on s'attend à avoir une provision qui dise que s'il y a un incident, on va notifier les gens. Propriété intellectuelle, ça appartient à qui? Qu'est-ce qui se discute dans le cadre de la télécommunication? Parce que si les conversations leur appartiennent, si vous leur avez donné le droit sur votre image et vos conversations, techniquement, ils peuvent le réutiliser, sujet à ce qu'ils se sont engagés au niveau de la confidentialité. Moyen de résolution des disputes. Très, très commun dans les grandes compagnies américaines. Pas le droit de class action, donc pas le droit de recours collectif, pas le droit d'aller devant des jurys. De toute façon, c'est non applicable au Canada. Obligation d'aller dans un autre pays, en Californie, et faire des litiges. Tout ça est non applicable si vous êtes un consommateur. Donc, la loi sur la protection du consommateur vous protège. Si vous n'êtes pas un consommateur, vous ne classifiez pas, vous allez devoir suivre ces disputes-là dans bien des cas au niveau commercial. Donc, faites attention parce que vous n'allez pas y aller jusqu'en Californie pour suivre. C'est donc dire que vous n'avez aucun moyen de mettre en force votre contrat. Donc, ça devient un contrat d'adhésion pour lequel vous avez très peu de contrôle. Et c'est là que la limitation de responsabilité devient importante. C'est très, très commun d'avoir des limitations à 100 $, 200 $. Ça veut dire que finalement, vous n'avez aucun recours, presque vaut la peine. Fait qu'est-ce que vos assurances en arrière sont assez compréhensives pour couvrir une brèche sur votre téléconférence? Est-ce que vous comprenez que ça veut dire que vous prenez 100% des risques par rapport à vos clients? Donc, est-ce que vous avez limité, vous, votre responsabilité avec vos clients? Donc, il y a souvent un écart énorme entre qu'est-ce que le logiciel va vous donner et qu'est-ce que vous donnez à vos clients. Alors, il faut faire très attention. Limitation à l'usage. Qu'est-ce qui arrive si le logiciel n'est pas disponible puis que j'ai payé? Modification unilatérale, très commun aux États-Unis. Donc, d'aller modifier le contrat tout seul de leur côté. Donc, faire attention à ça. Vous assurer justement que vous allez être au moins avisé, sinon de faire des vérifications fréquentes. Et pour le reste, c'est vraiment les aspects un petit peu, le support technique, etc., qu'il faut aller voir. Et là, je vais terminer là-dessus. Quelques petites astuces là pour... peu importe, peut-être que vous avez déjà acquis le software, puis là, oh non, je suis un petit peu pris avec ça, ou peut-être que vous en utilisez plusieurs. Si vous êtes comme moi, mes clients, ils ont chacun leur software, puis des fois, ils insistent à utiliser les leurs. Ça fait que j'en ai souvent 4-5 ouverts différents, mais il y a quand même des trucs qu'on peut proposer aux clients pour son propre bénéfice aussi là-dedans. Donc, assurez-vous qu'il y a des conférences privées. Donc, moi, j'ai ce qu'on appelle un public data room que mon employeur me donne. Faites attention parce que s'il y a un client qui arrive puis il y en a un autre là, ben ils vont se croiser là, dans la salle d'attente puis c'est pas très bon pour la confidentialité. Fait que ça, il faut faire attention. Si les conférences sont pas privées, fermées, ça veut dire que tout le monde peut rentrer dedans en même temps. Cherchez quelque chose qui a un bon chiffrement, surtout si c'est confidentiel. Et vérifier les réglages de sécurité parce qu'ils ont à l'intérieur même de votre logiciel certaines fonctionnalités qui existent et par défaut, elles ne sont pas toujours disponibles. Par exemple, c'est pas toujours par défaut que vous allez pouvoir utiliser un mot de passe. Donc, je vous conseille de l'utiliser. La fonction enregistrement. Je vous conseille de le désactiver si vous voulez pas vous faire enregistrer par d'autres personnes ou de demander que ce soit désactivé, à moins d'avoir un consentement. Puis d'ailleurs, on demande le consentement avant d'enregistrer les autres. Ce n'est pas vraiment poli d'enregistrer les autres sans leur dire. Et finalement, je vous conseille d'essayer d'éviter de vous connecter à travers un compte de réseaux sociaux parce que ça se fait à partir des fichiers témoins, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un partage après entre votre Facebook et votre Zoom et peut-être que vous voulez aussi garder votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Donc, je vous invite à vraiment faire la distinction entre les deux et ne pas les connecter à travers votre Facebook. Désactiver des fonctions comme le partage d'écran, transfert de fichiers peut donner plus de sécurité. Entre autres, faites attention quand vous downloadez des transferts de fichiers. Surtout si vous ne savez pas qui a envoyé ça dans le chat puis vous n'êtes pas sûr, c'est très facile d'envoyer un virus à travers ça parce qu'il n'a pas
logiciel pour attraper le pourriel, comme il y a dans vos, par exemple, dans vos logiciels de courriel à l'interne dans votre compagnie, il y a probablement quelque chose comme Mimecast qui va arrêter le pourriel pour prévenir le phishing, mais il n'y a pas ça dans les chats. Fait que faites attention à quoi vous ouvrez. Demandez que les gens vous l'envoient par courriel pour être certaine, parce que là, il va y avoir un certain scanning. Là, on va voir s'il n'y a pas des vulnérabilités. Et vous-même, allez voir, par exemple, une alerte Google que vous pouvez enregistrer pour qu'il vous envoie des brèches de sécurité, des vulnérabilités, si vous n'avez pas d'équipe à l'interne. Et finalement, attention aux haut-parleurs intelligents. Donc, le Alexa derrière vous, qui est en train d'écouter votre consultation juridique, votre consultation médicale ou bien, par exemple, vos plans stratégiques d'affaires, ça aussi, ça a des termes et conditions, puis c'est pas fait pour ça. Donc, on ne laisse pas de haut-parleurs intelligents dans des bureaux si on a des rencontres confidentielles. Ça l'enregistre souvent qu'est-ce que vous dites, parce que sinon, c'est pas capable de communiquer avec vous. Attention au partage d'écran. Quand on partage, on va généralement s'assurer que on partage un écran propre parce que souvent, on a nos notifications de courriel qui rentrent et ça peut dévoiler des choses qu'on ne voulait pas dévoiler. Finalement, arrière-plan, j'ai eu un beau commentaire d'une cliente qui disait « Écoute, j'ai l'impression que j'invite mes clients dans ma chambre. » Parce qu'elle n'avait pas nécessairement de bureau et c'était son lit en arrière. Elle disait, jamais j'aurais invité ces gens-là dans ma chambre. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont dans ma chambre. Si vous n'êtes pas confortable avec ce qu'il y a derrière vous, puis elle a absolument raison, vos clients ne devraient pas être dans votre chambre. Donc, changez-le l'arrière-plan. Il y a des fonctions qui existent pour que ça soit embrouillé, que vous puissiez le changer. Attention aux listes de choses à faire sur le mur avec des noms des clients. Et finalement, protégez votre caméra. Il y a vraiment un petit quelque chose qu'on peut mettre devant puis qu'on peut le bouger comme ça. C'est toujours utile comme ça. Si vous l'avez oublié ouverte, ben au moins vous l'avez fermée. Et évidemment, ça permet d'assurer qu'on ne va pas le hacker. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'attaqueurs qui vont essayer de rentrer dans votre caméra pour pouvoir voir qu'est-ce que vous dites. Alors là-dessus, c'est vraiment un petit nutshell, un petit overview de qu'est-ce qui est important à prendre en compte, à comparer quand vous travaillez des logiciels de télécommunication. Je veux vous rassurer toutefois qu'il y a eu beaucoup d'efforts par beaucoup de compagnies qui sont en télécommunication pour sécuriser. Je vous invite toutefois à bien comprendre votre contexte d'affaires parce que ce n'est pas pareil pour un médecin que c'est par exemple pour un vendeur de services non confidentiels d'utiliser ces plateformes-là. Faites attention et comprenez vos risques et si les clients refusent les contrôles de sécurité, faites-leur comprendre qu'ils doivent, dans ce cas, eux-mêmes accepter les risques et que vous n'êtes pas responsable. N'hésitez pas à modifier vos propres politiques de vie privée et vos propres termes et conditions pour vous protéger. Alors voilà. Super, merci beaucoup Vanessa pour cette présentation fort intéressante. Vraiment beaucoup de sujets qui sont très d'actualité. On a évidemment commencé par les tendances actuelles. On disait que les entreprises intéressant puis même nécessaire qu'elles s'adaptent à la réalité de nos jours. Mais qu'en même temps, c'est important de considérer les logiciels comme des partenaires d'affaires. Donc, pour moi, vraiment un mot-clé qui a résonné, partenaires d'affaires. Ensuite, on est vraiment allé voir comment il y avait des aspects différents dans chacun. Donc, que les plateformes ont des paramètres différents en termes de chiffrement, de politique, de normes, puis qu'il fallait analyser ces risques et faire des choix rationnels. Donc, moi, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur en technologie, je me suis senti particulièrement interpellé par plusieurs de ces sujets et comment je peux moi-même mieux présenter certains enjeux légaux à nos clients. Donc, pour moi, c'était vraiment fort intéressant. Puis, je pense que le public aussi a trouvé très pertinent cette présentation. Donc, pour bien clore le tout, nous allons passer à une courte période de questions où j'invite les gens à soumettre leurs questions directement par le chat et Vanessa pourra ensuite participer et renchérir sur le tout. Et au même effet, si vous avez des questions un peu plus précises que vous ne voulez pas nécessairement partager publiquement, n'hésitez pas à nous écrire après. Là, je peux comprendre aussi dans un contexte juridique, des fois, on est un peu plus gêné d'en parler devant d'autres ou c'est confidentiel, donc n'hésitez pas non plus. Dans l'attente des questions, je vais en profiter un peu, Vanessa, pour également te remercier pour ta conférence.
Tu as été très concise et je sais que c'est un sujet très vaste, très complexe, très sollicité ces temps-ci également. Un peu comme Patrick, moi, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est de voir son logiciel comme un partenaire d'affaires. Nous sommes des entrepreneurs, donc c'est normal que ça a vraiment sonné quelque chose pour nous, vraiment l'évaluer comme un partenaire d'affaires qui a accès à certaines de nos informations personnelles. Je vois qu'on a une question ici, Patrick, et je ne sais pas si tu veux le dire. Oui, en effet. Donc, je comprends que la version gratuite nous ouvre la porte à plusieurs risques. Nous sommes donc mieux d'y aller avec la version payante. Donc, sans généraliser là, tous les logiciels, c'est généralement le cas que la version payante a évidemment des fonctionnalités additionnelles. Par exemple, Zoom disait que ce fameux chiffrement-là militaire, finalement, c'était pour les gens qui avaient des versions payantes. Je pense que c'est aussi une question de professionnalisme. On veut avoir l'air justement d'utiliser un logiciel d'affaires et pas nécessairement un logiciel qu'on utilise pour les souper avec les amis. De toute façon, il y a beaucoup de logiciels qui sont gratuits, qui ont des limitations importantes, là, donc dont un 40 minutes de meeting, qui est quand même une limitation très courte. Par contre, je vous invite à regarder en ce moment, si vous êtes une petite compagnie ou un entrepreneur solo, il y a beaucoup de logiciels là, qui font des promotions dans le contexte de la pandémie pour vous donner des licences soit gratuites, soit beaucoup moins chères pour permettre justement la relance économique. Donc, je vous encourage à regarder ça. Également, regarder les bourses qu'il existe pour aller digitiser, pardon, c'est difficile à dire, pour aller finalement faire un virement digital pour votre compagnie. Il y a beaucoup de bourses et parfois, on est capable d'inclure certains prix de logiciels. De façon générale, ce ne sont pas des logiciels qui sont très dispendieux. Mais c'est sûr que si vous allez chercher la version payante, prenez quand même le temps de regarder, les comparer. Puis il y en a qui viennent avec un système en soi. Donc Microsoft Teams, si vous n'avez pas Outlook 365, c'est pas la même chose. Donc il faut prendre en considération un petit peu votre IT système aussi et se faire conseiller à travers ça. Super. On avait aussi une question de Monsieur Rago. Donc, pouvez-vous répéter l'aspect du client d'accepter les risques de l'utilisation d'un software de communication? Oui, donc il y a deux aspects à ça. D'abord, selon la grosseur de votre compagnie, vous allez avoir des processus de dire est-ce que c'est un vendeur que j'ai approuvé? Donc, par exemple, chez Faskin, on va utiliser Webex. C'est un vendeur qu'on a approuvé, que notre département de la sécurité a fait des risques, des assessments des risques. On a des contrats avec eux. Mais là, si j'ai un client qui dit, ben moi, je veux absolument utiliser, par exemple, Zoom ou un autre, qui n'est pas un vendeur que j'ai approuvé. Donc, moi, j'ai pas de contrat avec eux. Donc, j'ai pas de protection. J'ai pas nécessairement fait une analyse de risque. Et c'est le secret professionnel du client, mais c'est ma responsabilité s'il arrive quelque chose. Fait que là, je me retrouve dans une situation un peu malaisante où je dois commencer vraiment la conversation en expliquant au client, ben, il n'y a pas de problème, ou souvent je le dis par courriel, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas me porter garante de ton software, je ne peux pas me porter garante de ton partenaire d'affaires que je ne connais pas. Alors, dans ce cas-là, il faut dire, est-ce que tu es confortable avec à accepter les risques de technologie qui se rapportent à tes outils? Sinon, on peut utiliser le mien. Et le mien, comme tous mes autres sous-traitants, je m'en porte garante. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est également de l'expliquer aux clients parce que selon votre clientèle, par exemple, si vous travaillez avec des personnes plus âgées, peut-être qu'ils ne comprennent pas les risques d'utiliser ça, ils ne comprennent pas nécessairement qu'il peut avoir une interception des données. Fait que prenez pas pour acquis que vos clients ou que les gens avec qui vous parlez comprennent nécessairement les risques technologiques. Donc, ça peut être important quand on a des conversations vraiment confidentielles de le porter à leur attention. De dire, moi, ça me dérange pas qu'on ait ça à travers ce logiciel-là, mais je veux que tu comprennes que voici les limitations au niveau de la sécurité et ce que tu me dis semble être très confidentiel. Et finalement, mais c'est aussi la question de vos propres termes et conditions. Donc, quand on dit que le client doit accepter certains risques, ça peut aussi se faire à travers un contrat. Donc, vous pouvez, dans un contrat, vous pouvez, mais ça dépend de vos obligations déontologiques. Donc, les avocats peuvent pas. Mais la majorité des compagnies pourraient exclure techniquement leurs responsabilités par rapport à certaines utilisations technologiques. Dire que, ben, si vous décidez de parler avec moi sur X, ça va être à vos risques.
Donc, vous pouvez vous protéger à travers votre contrat et faire ce qu'on appelle une allocation de risque entre vous et votre client. Donc, il y a plusieurs façons de le gérer, mais c'est important que votre client comprenne le risque selon votre contexte, évidemment. Il faut tout le temps être proportionnel. Là. Si vous êtes dans l'industrie de l'alimentation, par exemple, il y a beaucoup moins de renseignements confidentiels. Donc, peut-être que pour vous, vous allez pouvoir descendre vos standards, puis ça va être tout à fait justifiable. C'est toujours un exercice d'être capable de démontrer que vous êtes raisonnable. Imaginez là, que demain, vous avez une brèche de sécurité, vous êtes devant un juge, puis là, ils vont dire, par exemple, voyons, Maître Henry, vous n'avez rien fait pour protéger l'information. C'est quoi votre réponse? Est-ce que vous avez une réponse, puis est-ce qu'elle fait du sens pour votre profession? C'est vraiment comme ça que je le simplifie. Il faut toujours avoir une histoire, il faut toujours être capable de montrer qu'on a été raisonnable pour ne pas engager notre responsabilité. Très intéressant. Donc, je pense que ça fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous avez une dernière question ou c'est bien. Je pense que c'est bien. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour cette belle présentation. Merci, Maître Henry. Merci, Cindy. Merci tout le monde. Ça sera un plaisir de vous retrouver le 16 juin prochain pour la prochaine conférence sur les virus de la pensée, plus nocifs pour l'entrepreneur que le coronavirus, par Laurence Bozek, spécialiste de communication relationnelle. Donc, sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Merci, Vanessa. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée. Bonne journée.